On leur avait dit qu'ils entreraient dans l'histoire. On leur avait assuré qu'ils serviraient leur nation, leur empire et leur dieu personnel. On leur avait promis qu'ils seraient dotés d'uniformes, de fierté et d'un but. Pourtant, le moment venu, on ne leur a pas donné d'arme à feu pour le conflit. Il n'y a pas d'arme à feu. Ce n'est pas d'une lame, ce n'est pas un bouclier. C'est le corps lui-même. Un individu qui se tiendra tout devant dans la file. C'est un corps qui tombe. Quand il s'agit des annales de l'histoire, ils étaient les unités dont on se débarrassait le plus facilement. Et pour une part considérable d'entre eux, c'était la raison d'être de tout cela dans l'univers. En partie à cause du fait que pour chaque force d'élite ayant changé le cours de l'histoire, comme les Navy Seals, la garde prétorienne et la cavalerie lourde mongole, il y avait aussi ceux dont on n'attendait jamais le retour. Il n'était pas dans leur intérêt de sortir vainqueurs. Leur objectif était d'être exécutés en étant envoyés à la mort. De plus, l'histoire a fait un effort concerté pour les faire disparaître de l'histoire. Cela dit, nous ne le ferons pas. Pour lancer les choses, jetons un coup d'œil à l'une des versions les plus odieuses de cette stratégie jamais appliquée dans l'histoire de la civilisation moderne. C'était la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique était sur le théâtre des opérations. Lors de l'invasion éclair de l'Union soviétique, connue sous le nom d'opération Barbarossa, des millions de troupes nazies ont déferlé à travers l'Europe de l'Est pour tenter de prendre le contrôle du pays. À l'aube de l'année 1941, Hitler avait déjà déplacé son attention vers l'Est et commencé l'opération. Malgré sa taille immense, l'armée rouge était désorganisée, impréparée et dans un état de désordre pour le conflit. D'un autre côté, des sections entières furent complètement balayées. Les munitions étaient rares à l'époque, le moral des soldats était au plus bas, comparable au froid d'une tranchée sibérienne. Le résultat fut que Staline tourna son regard plein de terreur vers autre chose. Pas seulement cela, mais aussi la terreur de l'adversaire. On devrait cependant faire attention à son propre camp. L'ordre qu'il a émis était le numéro 227, et il stipulait « pas un pas en arrière ». Tout soldat fuyant sans autorisation s'exposait au risque d'être abattu par ses propres commandants ou par les redoutables bataillons de barrage derrière eux. C'était une condition préalable. D'un autre côté, ce n'était même pas l'aspect le plus terrifiant de tout cela. Les bataillons disciplinaires étaient des troupes composées de prisonniers politiques, de déserteurs et de ceux que l'on considérait comme des ennemis du peuple. L'Union soviétique a commencé à activer ces bataillons pour punir ceux qui étaient considérés comme des ennemis du peuple. En conséquence, ils étaient envoyés au front avec très peu, voire aucun équipement, et manquaient souvent d'armement. C'était la conséquence de leur déploiement. À divers moments, ils ont reçu l'instruction de chercher des armes à feu parmi les morts. Parfois, il leur était ordonné de marcher devant l'armée principale et d'attirer le feu sur eux, ce qui signifiait qu'ils devaient intercepter les balles pour que les vrais soldats derrière eux puissent pénétrer. Cela se faisait pour que l'armée principale puisse progresser. Il était prévu de les utiliser comme chair à canon. D'autre part, la machine de Staline était incroyablement brutale de par sa conception. Sans aucune valeur durable, remplaçable, on les a oubliés. D'un autre côté, ils n'étaient pas les premiers à adopter cette approche. Il y a plus de 2000 ans, l'Empire perse utilisait une technique extrêmement similaire à celle utilisée aujourd'hui. Ils ne mettaient pas en péril leurs troupes les plus percutantes, appelées les immortels, en les envoyant sur les fronts de siège risqués ou dans des violents combats de hachoirs à viande. Au contraire, ils pratiquaient le recrutement de conscrits issus de territoires qu'ils avaient revendiqués avec succès. Des gens qui pratiquent l'agriculture, des gens composés de paysans qui sont actuellement derrière les barreaux. Par vagues, les individus insuffisamment formés et possédant des armes inadéquates étaient éliminés. À l'exception d'épuiser l'adversaire, le but n'est pas la victoire, c'est de les laisser épuiser, c'est de mourir pendant que la première attaque a lieu. S'ensuivait alors l'arrivée des troupes proprement dites. Cependant, au lieu d'être un plan de patriotisme, c'était une politique d'usure. De plus, tout a réussi jusqu'à ce que cela s'arrête. D'un autre côté, ce comportement dégoûtant s'est industrialisé pendant la Première Guerre mondiale, plus qu'il ne l'avait jamais été dans d'autres circonstances. Je fais référence à la bataille de la Somme. Le 1er juillet 1916 était le premier jour. Certains commandants de l'armée britannique croyaient pouvoir percer la barrière allemande en lançant une attaque massive à travers la zone appelée No Man's Land. Ils ont dit à leurs troupes, dont la majorité était composée de nouvelles recrues venues de tout le Royaume-Uni, qu'après une semaine de bombardement d'artillerie, les Allemands seraient totalement anéantis. Cela a été fait pour s'assurer que leurs troupes étaient prêtes pour la bataille. Tous se sont alignés proprement et de manière organisée. Au cours de leur progression, ils ont traversé une grande étendue de terre et les mitrailleuses de la machinerie allemande les ont massacrés comme du blé. Ils ont été fauchés comme du blé. 57 000 soldats britanniques ont été tués ou blessés en un seul jour après jour. L'anéantissement de régiments entiers s'est produit en quelques minutes. La première unité de Terre-Neuve fut la seule unité qui fut dangereusement proche d'être éliminée de l'effort de guerre. Il y avait 800 soldats qui avançaient, mais seulement 68 d'entre eux ont répondu à l'appel le lendemain matin. Aucun d'entre eux n'était un lâche d'aucune sorte. Ils ne manquaient pas de compétences. Fondamentalement, ils ont été utilisés d'une certaine manière. On les a forcés à avancer comme des pions aux échecs, car quelqu'un au sommet de l'organisation croyait que les chiffres pourraient être plus efficaces que les balles pendant le conflit. Le continent européen n'était pas le seul endroit où cela se produisait. Il est recommandé de regarder vers le Japon. Le gouvernement japonais a commencé, dans les phases finales de la Seconde Guerre mondiale, alors que le vent tournait contre l'Empire, à former de jeunes garçons, dont certains n'avaient que 14 ans, pour devenir membres du corps combattant des volontaires. Certains de ces garçons n'avaient que 14 ans. Les lances en bambou qu'ils recevaient étaient mises à leur disposition. Ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas du tout des grenades.
Le bambou a été utilisé pour fabriquer les lances. Il leur a ordonné de combattre des chars américains avec des bâtons, qui avaient été aiguisés, et avec un sentiment brûlant de patriotisme. Il leur a aussi ordonné de le faire avec des bâtons. Ce n'était d'aucune façon une stratégie, à aucun moment. C'était un geste de fierté qui était en réalité une démonstration déguisée de désespoir. D'un autre côté, d'autres personnes se réjouissaient du service, car elles avaient l'impression de protéger leur nation. Pour aggraver les choses, cela rend la situation encore plus sombre. Quelle est la raison du fait que les personnes les plus susceptibles d'être utilisées comme sacrifiables sont aussi celles les plus disposées à faire des sacrifices? Parlons maintenant des boucliers humains disponibles. Dans l'Antiquité, il était courant pour les armées conquérantes d'utiliser des prisonniers comme boucliers physiques en les forçant à marcher devant elles. Cela se faisait pour obtenir un avantage sur leurs adversaires. Ceux qui étaient chargés de l'exécuter étaient les Assyriens. Les Mongols sont ceux qui l'ont créé. Il n'était pas rare que les Romains manifestent un tel comportement. Concernant la guerre Iran-Irak, qui a eu lieu dans les années 1980, il existe des affirmations selon lesquelles les deux parties utilisaient des stratégies connues sous le nom de tactique de vagues humaines pour dégager les routes pour les troupes suivantes. Ces stratégies impliquent l'envoi de volontaires non armés, principalement des adolescents, à travers des champs de mines. Parfois, ils recevaient des clés en plastique, dont on disait qu'elles étaient des clés du paradis. À d'autres occasions, ils recevaient des clés en plastique. Les nœuds étaient utilisés pour leur lier le cou. C'était leur arme de choix. Une arme qui peut ouvrir la porte menant au paradis. Cette tactique a acquis une notoriété à la suite du fait qu'elle a entraîné la mort d'innombrables individus. D'un autre côté, c'est ce qui se passe quand on n'a plus que ces derniers guerriers et que la seule chose qui reste est l'idéologie et la peur. On pourrait facilement se laisser tromper en croyant que tout cela provient d'une très longue histoire, car ce n'est pas quelque chose dans lequel les armées modernes s'engagent ou font encore. Mais regardez de plus près. Il y a des forces qui peuvent être remplacées même à notre époque, le XXIe siècle. En général, elles ne sont pas facilement reconnaissables. Ce sont parfois ceux qui sont envoyés dans des zones à haut risque sans les restrictions ou la protection habituellement offerte par une armée souveraine. Les prestataires militaires privés sont parfois ceux qui sont envoyés dans ces zones. Il y a des cas où il s'agit de milices volontaires, ce qui signifie qu'elles reçoivent un équipement obsolète et une mauvaise formation, et qu'elles sont chargées de tenir une ligne qu'on n'a jamais eu l'intention de leur laisser tenir. Dans certains cas, c'est même de la conscription économique, où les enfants de familles à faible revenu sont forcés de combattre en première ligne, tandis que les enfants de familles à revenus plus élevés sont autorisés à rester à la maison. À chaque tournant, l'histoire est la même. On a la capacité de l'habiller de n'importe quel uniforme imaginable. La justification, en revanche, est perpétuellement et systématiquement très efficace. Il est important d'utiliser ceux que l'on peut se permettre de perdre. Et voici la vérité décourageante. Elle produit les résultats escomptés. À Rome, ce fut un succès commercial. La Perse est le lieu géographique du Vietnam. La même chose qu'en Irak, le lieu géographique de l'Ukraine, en particulier dans le pays de l'Afghanistan. Les gens sont prêts à se laisser croire qu'ils sont importants, ce qui est la raison pour laquelle cela réussit. Même si leurs dirigeants savent qu'ils ne le sont pas, ils continuent. Le fait que nous enseignons le sacrifice comme une vertu est la raison pour laquelle cela réussit si bien, bien que cela fonctionne de manière exploiteuse. De plus, c'est efficace car la majorité d'entre nous préfèrent se souvenir des héros qui utilisent des épées plutôt que des oubliés qui manient des bâtons. Ce facteur contribue à l'efficacité de la stratégie. D'un autre côté, les ombres sont la marque de toute monarchie. Ils sont exactement comme ça. Les unités qui n'ont jamais été destinées à revenir du champ de bataille. Des gens qui au départ ne peuvent même pas acquérir d'armes à feu. Ce ne sont même pas des ordres, ce n'est même pas la mort. Si cette exploration de l'histoire des unités que l'on a tenté d'oublier a changé votre regard sur les sacrifices sur le champ de bataille, veuillez vous abonner à la chaîne et mettre un like. Nous nous consacrons à déterrer l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor caché de notre passé sera bientôt ouvert.